جيت نحط جيت نحط اسمها اياها تتكلم فوق. Bonsoir, salam alaikum. Donc, on va commencer la séance d'aujourd'hui. Donc, on a vu hier le diagnostic et l'approche ou l'évaluation euh, d'un enfant qui fait une première crise d'épilepsie. Et donc, maintenant, donc, on va aborder le chapitre du traitement. Et donc, maintenant, je pense, que vous êtes donc pour traiter un enfant épileptique, et donc on va résumer l'essentiel, ce qui est extrêmement important. Donc, ce qu'on a vu hier, c'est poser le bon diagnostic. Et j'ai dit, c'est pas toujours facile, et essentiellement éliminer les phénomènes paroxystiques non épileptiques. Deuxièmement, une fois qu'on est devant une épilepsie, donc on va la classer. Le mieux, c'est d'aboutir à un syndrome épileptique, type, on va dire à la fin, c'est une épilepsie à absence, ou bien c'est une épilepsie à paroxysme rolandique, ou bien c'est un syndrome de West, ou bien un syndrome de Lennox-Gastaut, ou bien une épilepsie occipitale, etc., etc. Ou au moins nous dire est-ce que c'est une épilepsie qui est focale, partielle, ou une épilepsie généralisée? Et dans les deux cas, nous dire quels sont les types prédominants des crises. C'est-à-dire, est-ce que c'est des crises qui sont cloniques, toniques, tonico-cloniques, myocloniques, etc. L'âge de l'enfant, il est important dans le traitement. La scolarité est un facteur essentiel. C'est-à-dire, notre but, c'est de traiter l'épilepsie, mais que l'enfant soit bien intégré dans son milieu scolaire. Donc, si on va traiter l'enfant et on va de l'autre côté aboutir à un échec scolaire, on n'a rien fait. Et prendre en compte l'étiologie et deuxièmement, la comorbidité. Donc, comorbidité, donc je veux dire par comorbidité, c'est est-ce que l'enfant il a des signes du spectre de l'autisme? Est-ce qu'il a une hyperactivité, TDAH? Est-ce qu'il a des troubles du sommeil? Est-ce qu'il a des difficultés scolaires, etc. Et l'étiologie, elle est extrêmement importante à rechercher parce que l'étiologie, elle peut nécessiter un traitement spécifique. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, euh, pour bien avancer, et comme on l'a déjà fait avec les deux séances précédentes, on va partir de nos insuffisances. Alors, ce que vous faites souvent, c'est vous traiter les épilepsies par excès. Donc, quand vous faites le diagnostic par excès, vous traitez par excès. Et donc là, il faut traiter. Pardon. Donc, si l'enfant nécessite un traitement, on va le traiter. Sinon, il faut juste l'observer. Deuxièmement, l'étiologie, elle prend de plus en plus une place importante dans la prise en charge de l'épilepsie. Et vous focalisez sur le traitement symptomatique,
c'est-à-dire le traitement antiépileptique est un traitement symptomatique qui va abolir les phénomènes, les décharges épileptiques, mais il n'agit pas sur l'étiologie sous-jacente. On est devant de plus en plus des épilepsies d'origine auto-immune. Et là, le traitement, c'est essentiellement les immunomodulateurs, que ce soit les corticoïdes ou autres, immunoglobulines ou autres. On est parfois devant une épilepsie qui est d'origine malformative. Et là, le traitement, c'est probablement la chirurgie. On est devant des épilepsies qui sont métaboliques. Et là, le traitement, c'est pas les antiépileptiques, c'est essentiellement la supplémentation en régime ou bien en cofacteurs ou en vitamines, etc., etc. Et encore une fois, je le répète encore une fois, on reste très insuffisant dans nos discussions, dans nos explications avec la famille. Encore une fois, toute pathologie chronique, comme le diabète, comme l'asthme, comme l'épilepsie, et donc la discussion avec la famille, elle est essentielle. Alors, donc on a déjà vu, donc si on assiste à la crise, il faut stopper la crise. Et donc, stopper la crise, on a dit, on a 4 à 5 minutes pour euh, appliquer les mesures de secourisme, c'est-à-dire le BLS que vous connaissez mieux que moi, c'est-à-dire de stabiliser l'enfant. Et si la crise elle se prolonge au-delà de 5 minutes, on va commencer à donner le traitement pharmacologique. Et très brièvement, je vous rappelle, mais on a déjà vu ça. Et donc, dans les ABC, c'est essentiellement éviter que l'enfant ne fasse de traumatisme. Et donc, ne jamais déplacer l'enfant, mais il faut le protéger. Donc, donc c'est protect from injury, c'est-à-dire le protéger des traumatismes. Ne jamais essayer d'arrêter les mouvements, de laisser convulser. Une fois que la crise, elle s'est terminée, on va le mettre sur le côté. C'est la position latérale de sécurité. La plupart des crises, elles vont durer 2 à 3 minutes et elles vont s'arrêter toutes seules. Et cette vidéo, elle doit être montrée aux parents. Donc, si vous ne montrez pas ça aux parents, chaque fois que l'enfant est convulse, ils vont venir aux urgences de la clinique ou bien de l'hôpital ou bien à votre cabinet. Et donc, c'est pas la peine de venir parce que vous n'ajoutez rien du tout. Donc, montrer cette vidéo aux parents pour qu'ils sachent comment agir en cas de crise épileptique. Donc, si la crise se prolonge, on a dit c'est le temps du traitement pharmacologique. Et le traitement pharmacologique, on a les benzodiazépines, que ce soit le Valium, avec, si vous avez une voie intraveineuse, c'est mieux. Elle est supérieure à la voie intrarectale. Vous avez la dose en fonction du poids, avec un maximum en une dose, c'est 10 mg. Si vous avez le bicolame, c'est-à-dire le midazolam, on peut l'utiliser par voie buccale et vous avez la dose ici. Alors, si l'enfant continue à convulser, on va donner une deuxième dose et puis on passe à la deuxième ligne. Et comme j'ai dit, en cas d'échec des benzodiazépines, donc il n'y a pas de médicament qui est supérieur à un autre, il faut utiliser ce que vous avez. Si vous avez le cardinal, utilisez le cardinal. Si vous avez le vétracétam IV, utilisez le vétracétam IV. Si vous avez des ribotril IV, utilisez les ribotril. Si vous avez des dilantins, utilisez les dilantins. Si vous avez la dépakine IV, utilisez la dépakine, sauf contre-indication, etc., etc. Et donc, le plus important, c'est d'avoir en tête toujours un protocole ou un algorithme thérapeutique. Donc, c'est donc une machine qui roule, c'est pas le moment de réfléchir. Donc, c'est le moment d'agir.
Donc, si vous avez un enfant qui a une crise et qui n'a pas cédé aux benzodiazépines de première ligne, la première dose puis la deuxième dose, donc c'est pas la peine de réfléchir. Il faut agir parce que toute crise qui se prolonge, elle risque de donner des dégâts cérébraux irréversibles. Et donc, il faut avoir en tête toujours qu'est-ce qu'il faut utiliser. Donc, on a aussi vu comment utiliser le Valium par voie intrarectale. Ça, c'est concernant le Valium intrarectal. On a aussi vu pour le midazolam par voie buccale, comment l'utiliser. Donc, c'est des ampoules qui sont prêtes à l'utilisation. Si quelqu'un peut les apporter de l'étranger, ce sont des ampoules à 5, 7,5 et 10 milligrammes. Et on va dire, on va les mettre sous la joue, la moitié à droite et la moitié à gauche. Donc, on a déjà vu ça. Alors, donc, je vous rappelle cette classification, elle est essentielle parce que vous avez au milieu, je vais mettre le pointeur, ah, pardon. Donc, vous avez au milieu la sémiologie des crises. On part d'une crise épileptique pour aboutir à une épilepsie. Et on a dit la définition de l'épilepsie, c'est une pathologie chronique qui est définie par la répétition des crises épileptiques non provoquées, donc soit de crises en l'espace de plus que 24 heures, soit une crise plus une prédisposition à faire des crises, soit vous avez un syndrome épileptique. Et donc, vous avez la classification très simplifiée en focale, partielle, généralisée ou bien focale avec une généralisation secondaire. Donc, en même temps, donc, il faut toujours rechercher une étiologie sous-jacente. Et vous avez sur les étiologies, elle peut être malformation, et là, on va la détecter par l'IRM. Elle peut être génétique, et là, on a vu les indications génétiques. Elle peut être infectieuse, et là, il faut traiter par les antibiotiques ou bien les antiviraux. La métabolique, c'est essentiellement les vitamines et les cofacteurs. Là, ça peut être auto-immune et on a les corticoïdes, les immunoglobulines et les autres moyens, rituximab, etc. Et en même temps, il faut s'occuper des comorbidités. On va les voir au fur et à mesure. Alors, de la bonne pratique. Donc, si, qu'est-ce qu'on a comme arsenal thérapeutique pour prendre en charge les crises et l'épilepsie? Donc, pour traiter une épilepsie, qu'est-ce que nous avons? Un, nous avons les antiépileptiques. Deux, nous avons les corticoïdes. Troisièmement, on a le régime, ce qu'on appelle le régime cétogène. Et chez les grands enfants, on a ce qu'on appelle le régime Atkins modifié, qui n'est pas très loin du régime cétogène, parce que le régime cétogène, il peut être difficile à appliquer chez le grand enfant.
Puis, on a ce qu'on appelle la neuromodulation. On va vous montrer ça. Et on a la chirurgie. Alors, donc, il est extrêmement important si on reçoit un enfant qui a une épilepsie et dans les 2, 3 premiers mois de la prise en charge, d'avoir une stratégie thérapeutique qui est claire. C'est-à-dire que mon enfant, il va nécessiter seulement des antiépileptiques, un ou deux, parfois trois, ou bien il va nécessiter des corticoïdes, ou bien il va nécessiter une combinaison du régime des antiépileptiques, etc. Et cette stratégie thérapeutique, elle va dépendre bien sûr du syndrome épileptique ou bien du type de l'épilepsie, et elle doit être discutée avec les parents. Elle doit être discutée avec les parents dès le début. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. J'ai un enfant qui fait une épilepsie. J'ai fait une IRM, il y a une malformation épileptogène. Je sais que cet enfant, il va être difficile à traiter. Et probablement, je veux combiner un ou deux ou parfois plus qu'antiépileptiques. Parfois, je peux ajouter d'autres moyens et c'est pas facile à traiter. Et c'est pas après 2 ans que je viens à la famille et leur dire votre enfant est difficile à traiter. Non, je vais leur dire dans les 2, 3 premiers mois, dès que j'ai suffisamment d'éléments pour leur annoncer la conduite ultérieure. À l'inverse, j'ai un enfant qui a une épilepsie rolandique, qui en général, même si l'enfant peut faire des crises, mais en général, elle n'est pas très grave. Elle est en général bénigne, avec une évolution qui va, avec le temps, s'améliorer. Je vais leur dire, on va peut-être passer par des orages, mais à long terme, autour de la puberté, كل شيء يتحسن والأمور سهلة. Alors, donc, un, donc si vous avez une épilepsie, donc il y a 65 à 70% de ces épilepsies qui vont répondre sans traitement ou bien un seul médicament ou en général ou très rarement deux médicaments. Et après un certain temps, il y a arrêt des crises et on va arrêter le traitement. Et il y a à peu près un tiers où les choses sont difficiles parce qu'on va combiner ou associer plus qu'un médicament et parfois même il nécessite d'autres alternatives thérapeutiques. Et donc ça, ce qui est à dire, on va établir la stratégie thérapeutique ou bien les objectifs du traitement. Donc, dans 2 tiers des cas, le pronostic est favorable sans traitement ou bien avec un seul médicament et maximum en deux médicaments. Et après un certain temps, il y a arrêt des crises et on va arrêter notre traitement. Et l'objectif dans ce cas est d'obtenir un contrôle complet des crises avec des antiépileptiques qui n'ont pas d'effet secondaire pour permettre une vie la plus normale possible. Le deuxième cas, qui est à peu près un tiers des cas, où les crises sont difficiles. C'est-à-dire, moi, je reçois un enfant qui a un syndrome de Lennox-Gastaut. Un syndrome de Lennox-Gastaut, c'est plusieurs types de crises, avec des crises qui sont toniques, généralisées, tonico-cloniques, ou bien absence, une combinaison de crises pendant le sommeil, un EEG particulier. Je sais que c'est très difficile de contrôler un syndrome de Lennox-Gastaut. Alors, qu'est-ce que je veux dire à ces parents? Obtenir zéro crise, c'est presque impossible. Mais il faut arrêter ou bien diminuer les crises les plus gênantes pour diminuer les effets secondaires des médicaments et assurer une meilleure qualité de vie pour l'enfant. Et donc, si on explique ça aux parents, ils vont comprendre et ils ne vont pas consulter tous les jours aux urgences parce que leur enfant fait une crise, etc.
Alors, je sais que dans notre pratique en Tunisie ou en Algérie, donc les antiépileptiques, ils ont une place dominante dans la prise en charge des, des épilepsies. Et maintenant, on a à peu près une trentaine d'antiépileptiques. Et probablement, l'année prochaine, il va sortir un, l'année d'après, il va sortir un, etc. Et donc, cette liste, elle va s'allonger. Donc, euh, donc, il y a des termes que je vais définir. Il y a ce qu'on appelle les épilepsies de la première génération ou bien les anciens antiépileptiques et les épilepsies de la deuxième génération ou bien les nouveaux antiépileptiques. Alors, كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ C'est les antiépileptiques qui sont sur le marché avant 1990, ils s'appellent les anciens ou bien la première génération. Ceux qui sont sur le marché après 90, on les appelle les nouveaux ou la deuxième ou la troisième génération. Donc, c'est ça ce que différencier. Donc, les anciens, c'est essentiellement le Gardinal, la Dépakine, le Tegretol, le Zarantin, le Valium, le Clobazam, etc. Les nouveaux, c'est le Vitracétam, la Motrigine, le Sabri, l'Epitomax ou Topamax, qui existe en Algérie, euh, le Stéripentol, et vous avez la liste qui est de plus en plus longue. Alors, ce qu'il faut savoir, les, après 10 ans, les compagnies ou les laboratoires de médicaments, ils perdent l'AMM. Et c'est-à-dire que on peut fabriquer ce qu'on appelle les médicaments génériques. Et si on fabrique des médicaments génériques, donc on a les bénéfices des laboratoires pharmaceutiques, bien sûr, ils vont diminuer. Puisque les laboratoires pharmaceutiques, أغلبيتهم حرامية. Donc, القاو حل. Alors, je vais juste vous dire quoi. Maintenant, vous voyez que l'oxcarbazepine, qui est le trilaptal, qui est un des nouveaux antiépileptiques, qui est fabriqué par Novartis. Novartis fabriquait avant le Tegretol. Et puisque le Tegretol il a perdu la MM, donc on a des génériques de Tegretol, مشاو جابوا لنا l'oxcarbazepine. L'oxcarbazepine هو ولد عم, c'est le cousin de Tegretol. Il y a une petite différence avec le Tegretol. Donc, mais au niveau efficacité, c'est à peu près la même. Et au niveau effet indésirable, il y a quelques petites différences, mais c'est pas grand-chose. Alors que le prix, si le Tegretol, matin, il est en euros, il est à 3 euros. L'oxcarbazepine, il est à 10 euros. Je vais vous donner un autre exemple. Vous voyez que le vitracétam, il est fabriqué dans les années de 1995-2000 à peu près. Donc, par les laboratoires UCB, qui est le belge. Et donc, puisqu'ils ont perdu la même après 10 ou 15 ans, جابونا واحد جديد اسمه البريفاسيتام en haut, là, sur la flèche. هو ولد عمه. C'est-à-dire, est-ce qu'on va gagner beaucoup de choses? Non. Et la liste, elle s'allonge. Et donc, il faut faire extrêmement attention parce que il modifie un peu. Il y a des médicaments qui sont nouveaux, je ne dis pas non, mais il faut faire extrêmement attention pour ça. Et l'autre phénomène qui est extrêmement important, donc là, c'est une étude qui est très bien faite, publiée dans JAMA il y a quelques années maintenant. Ils ont comparé sur 30 ans qu'est-ce que les antiépileptiques nouveaux ont apporté dans l'équilibre des crises, comparé anciens et nouveaux.
et vous voyez le titre, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en 2000 مثلا تو عندنا 25 عام on a 30% des épilepsies qui sont difficiles à traiter. En 2025, on a 30%. C'est le même. Donc, en termes d'efficacité, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné avec 30 antiépileptiques جديد. Et donc, si, par exemple, et ما تنسوش حاجة أخرى qui est extrêmement importante, que, par exemple, si مثلا le fenfluramine, là, tout en haut, c'est un nouveau médicament du syndrome de Dravet. Le fenfluramine, il coûte la boîte pour 2 semaines, elle coûte 300 euros. Est-ce que des parents peuvent s'offrir ce médicament pour une longue période? Probablement, il va acheter une boîte et après la deuxième boîte, probablement, il ne va pas l'acheter. Et donc là, c'est un élément extrêmement important à considérer dans la prise en charge. Et donc, je ne suis pas contre les nouveaux antiépileptiques, mais juste pour vous dire, essentiellement, par exemple, je travaille dans beaucoup d'endroits où j'ai les 30 médicaments. Là, j'ai le choix et c'est des médicaments qui sont remboursés par l'État, etc. Mais si je travaille dans un contexte où je dis aux parents d'aller en France chercher ce médicament alors qu'ils vont payer 100 fois plus cher pour ajouter 1% au contrôle de la crise, moi, je ne fais pas ça. Alors, les nouveaux antiépileptiques, ils ont quand même quelques avantages. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'avantages. Le premier avantage, c'est toujours, ils ont, on peut dire, moins d'effets secondaires que les anciens. C'est plus tolérable, la tolérance, elle est augmentée, et on peut dire que globalement, encore une fois, il faut être prudent, il faut des années pour dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, etc. Mais on peut dire maintenant qu'après 10-15 ans d'utilisation, à peu près, ils sont mieux tolérés que les anciens. Mais il faut être prudent parce que le long terme, يحكم عليه. Juste pour ceux qui sont, euh, qui sont au courant ou pas, vous savez que le Sabril, c'est-à-dire le Vigabatrin, il est associé à des effets secondaires essentiellement visuels. Il peut donner une rétinite pigmentaire, rétinopathie, une restriction du champ visuel, et s'il est utilisé à forte dose pendant un certain temps, il peut même entraîner une altération de l'acuité visuelle et même une cécité. Donc ça, c'est le Sabril qu'on utilise essentiellement dans les spasmes et dans le syndrome de Bourget. Et donc le Sabril, ça commence à utiliser sur le marché dans les années 90. Il y a, en 1995, il y a deux épileptologues qui sont très experts. واحد يمكن تعرفوه اسمه Monsieur Cardi qui travaillait à Paris et le deuxième اسمها Jacqueline French qui travaillait à New York. Et ces deux experts, donc ils sortent un papier que le Sabril est un médicament qui est très et qui n'a pas d'effet indésirable et qui est très bien toléré par les patients. Et juste un mois après ce papier, il y a le premier cas d'atteinte visuelle qui est paru, qui est décrit dans British Medical Journal, et de là, on commence à décrire de plus en plus. Donc, il faut être extrêmement prudent pour dire qu'un médicament antiépileptique, il n'a pas de problème. Donc, mais c'est globalement, donc les antiépileptiques, les nouveaux, ils ont moins de problèmes que les anciens. Deux, ils nous offrent plus de mécanismes d'action. Et donc, par exemple, si on a une épilepsie qui est difficile, donc il ne faut pas associer, par exemple, la dépakine et le tegretol, ils ont
le même mécanisme d'action. Les associer, ça n'ajoute rien du tout. Par exemple, mais associer un autre médicament avec un deuxième mécanisme d'action, ça peut nous aider à mieux contrôler les crises. Et troisièmement, qui est chose très, très importante, parce que on a quand même beaucoup d'enfants qui ont des problèmes hématologiques, oncologiques, des cancers, etc., etc. Les interactions des nouveaux médicaments avec les médicaments non épileptiques, elle est moindre qu'avec les anciens. Ben, je veux juste vous dire la dernière chose sur les antiépileptiques. Euh, donc, euh, donc là, cette année, non, fin 2024. Fin 2024. Parce que les parents qui sont sur Internet de plus en plus peuvent vous poser la question. Donc, fin 2024, l'Angleterre, le Royaume-Uni, a sorti une directive qui dit que la dépakine, elle est contre-indiquée chez toutes les, les patients de sexe féminin, que ce soit une fille ou bien une dame, jusqu'à l'âge de 50 ans. Et donc là, vous commencez un traitement par dépakine chez une fille de 6 ans, qui est la routine en général. Mais il y a les parents, après une semaine, mon docteur, j'ai lu ça, pourquoi l'Angleterre elle a interdit la dépakine chez les filles et pourquoi vous prescrivez la dépakine à mon enfant. Et donc, il faut savoir répondre à cette question. Et pourquoi l'Angleterre elle a interdit la dépakine chez toutes les filles ou bien les femmes jusqu'à l'âge de 5 ans? On sait que la dépakine, elle a, chez les femmes enceintes, elle a beaucoup d'effets indésirables chez le fœtus. Donc, elle est associée à des malformations chez le fœtus, à un QI qui est bas, à des troubles neuropsychiatriques, autistiques, etc. Donc, ça, c'est connu. Donc, la dépakine utilisée chez les femmes enceintes, elle est associée à beaucoup d'effets indésirables chez le nouveau-né, le fœtus et après le nouveau. Alors, ils ont en Angleterre remarqué que les médecins, ils ne suivent pas cette directive. Ils continuent à prescrire la dépakine chez la femme enceinte. Alors, pour être catégorique, منعوها على les femmes الكل que dès la naissance jusqu'à l'âge de 50 ans. Et là, avec cette directive, par la loi, ils ne peuvent plus utiliser, mais il faut continuer à donner la dépakine chez les filles, etc. Mais juste pour comprendre pourquoi ils ont pris cette décision. Alors, maintenant, donc, vous avez un enfant qui a, ça y est, vous avez une épilepsie. Donc, comment? Donc, quels sont les critères de décision de mise en route d'un traitement antiépileptique? Donc, vous avez un enfant qui a une épilepsie. Est-ce que je démarre un traitement ou pas? Donc, est-il nécessaire d'introduire un traitement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, si j'introduis un médicament, lequel? Quelle molécule choisir? Après, on va voir la dose, comment suivre, etc. Donc, on introduit un médicament antiépileptique parce qu'on estime que le risque de récidive, il est élevé. Retenez bien ça. On introduit un médicament antiépileptique, c'est pas parce que l'enfant il a fait une crise. Non, c'est parce qu'on estime qu'il va récidiver. Et comment on va estimer qu'il va récidiver? Par est-ce que notre examen neurologique il est normal ou anormal? Est-ce que notre EEG est normal ou anormal? Est-ce que notre IRM est normal ou anormal? Donc, pourquoi? Parce que si vous avez un examen neurologique qui est normal, si vous avez un EEG qui est normal, si vous avez une IRM qui est normale, quel est le risque de récidive à un an? Il est de 25%. Sans traitement, j'ai dit. Sans traitement, le risque de récidive est de 25%. Alors que si vous mettez votre enfant sous traitement, ce risque, il va baisser à 20%.
حكاية فارغة. من ال 25 يهبط شوية ل 20%. C'est-à-dire, dans ce cas, on ne va pas traiter et on va expliquer aux parents, c'est possible qu'il peut refaire une crise, mais pour l'instant, ce n'est pas une indication à un traitement. Par contre, si vous avez une anomalie à l'examen neurologique, à l'EEG, à l'IRM, le risque de récidive à un an sans traitement est de 60%, alors qu'il est autour de 30% sous traitement. Et donc là, vous voyez la différence. Et là, il faut traiter. Et l'autre paramètre très, très important, ne jamais commencer un traitement sans l'accord des parents, parce que vous pouvez leur écrire une ordonnance et ils sortent, ils ne vont pas l'utiliser. Et donc là, on va leur expliquer qu'il y a un risque de récidive qui est élevé. Ce risque de récidive l'enfant peut faire des crises à domicile, à l'école, au supermarché, etc. Ça peut entraîner un état de mal et ça peut entraîner des dégâts au niveau du cerveau. Et donc là, il faut les convaincre qu'il faut traiter. Mais s'ils ne sont pas convaincus, on ne va pas démarrer. On va attendre. L'enfant, il va refaire une crise à ce moment-là. هم يجوا وحدهم وحدهم docteur, s'il vous plaît, donnez-moi un traitement parce que là, il a refait une crise. خلينا نحبسه هنا parce que واضحة هذه ولا ما هيش واضحة؟ Non, c'est clair, alhamdoulilah. C'est clair, très bien. Alors, la deuxième question, quelle molécule choisir? Donc, on a vu deux questions. Donc, première question, quand démarrer un traitement, c'est-à-dire on démarre un traitement lorsqu'on a un risque de récidive élevé. Et deuxièmement, quelle molécule choisir? Donc, on va choisir un, c'est en fonction de l'efficacité, bien sûr. Deuxièmement, en fonction de la tolérance, sur la qualité de vie. Troisièmement, c'est en fonction du prix. Quatrièmement, est-ce que ce sont des médicaments qui sont disponibles dans notre pays ou pas? Et cinquièmement, c'est votre expérience. Donc, votre expérience, elle compte. Donc, واحد il est plus à l'aise avec les lévétracétam, il est plus à l'aise avec la dépakine, etc., etc., etc. Donc, ça entre en compte. Alors, juste pour vous dire au niveau efficacité, euh, les études, vous savez comment un antiépileptique est mis sur le marché ou il ياخذ الابروفل فور l'autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est pas une étude head-to-head, c'est-à-dire, c'est pas, il compare deux molécules. Maintenant, il compare le Tegretol à la Dépakine. Non. Donc, l'autorisation de mise sur le marché d'un antiépileptique, c'est-à-dire contre placebo, il utilise les médicaments contre placebo et il y a une réduction de 50% des crises. Avec ce critère, ils peuvent obtenir l'AMM. Et donc, au niveau efficacité, s'ils sont bien indiqués. Donc, Talqad-Dépakine, elle agit sur 60%, 65%. Lévétracétam, à peu près la même chose. La motrégine, c'est à peu près la même chose, etc. Et donc, il y a très peu d'études qui comparent les antiépileptiques entre eux. Et surtout, l'autorisation de mise sur le marché, c'est contre placebo et c'est seulement 50% de réduction des crises. Et ils obtiennent l'AMM. Alors, de façon générale, dans les épilepsies focales, le Tegretol reste un très bon médicament. Lévétracétam est un bon médicament, la lamotrigine est un bon médicament, la dépakine, l'oxcarbazepine, l'épitomax, etc. De façon générale, dans les épilepsies généralisées, la dépakine reste un bon médicament, mais aussi lévétracétam, lamotrigine, benzos, épitomax, etc.
Donc, ça, c'est de façon générale, hein, de façon générale. On va voir des exemples. C'est toujours commencer par un seul médicament, la monothérapie, et après 3 mois, on va revoir l'enfant et voir est-ce qu'il est bien équilibré et est-ce qu'il est bien toléré ce médicament. S'il n'est pas bien équilibré ou s'il n'est pas toléré, on va changer un par un autre. Comme on a dit, c'est jamais, si vous n'êtes pas sûr, jamais prescrire un antiépileptique. Et la plupart des antiépileptiques, ils doivent être introduits de façon progressive, par exemple, c'est 3 semaines, 4 semaines, etc. Donc, très progressivement pour améliorer les effets secondaires. Les effets secondaires, bien sûr, il faut être familier. Je vais juste vous dire, maintenant, la dépakine, elle peut être associée avec un surpoids, une obésité, une polyphagie. Donc, c'est un effet secondaire qui est fréquent et donc il faut faire attention à ça. Et deuxièmement, اللي ياخذوا في الديباكين كلهم يقولوا لك il y a une chute de cheveux. Euh, donc, c'est quand même gênant chez la fille. Et donc, si vous avez des chutes de cheveux, c'est très simple et l'épilepsie, elle est bien contrôlée. On ne veut pas changer notre médicament. On va donner un peu de zinc en ampoule. Donc, si vous donnez du zinc en ampoule buvable, ça prévient les chutes des cheveux chez la fille. Le Tegretol, il peut être associé à des signes cutanés, une éruption cutanée, parfois une ataxie. Il faut diminuer les doses. Si ça n'améliore pas, il faut les arrêter, etc., etc. Alors, quelle est la posologie? Donc, on a indiqué les médicaments, on a choisi notre médicament et quelle posologie. Et en général, donc le laboratoire ou la pharmaceutique nous dit que la dépakine, elle est efficace autour de 30 mg par kilo. Mais si vous obtenez un bon résultat à 20 mg par kilo, je m'arrête à 20. C'est pas obligatoirement que je monte à 30 ou à 35, etc. Le Tegretol, il est prescrit autour de 15 à 20 mg par kilo. Mais si j'obtiens un résultat qui est correct à 10, je vais m'arrêter à 10. C'est pas toujours il faut augmenter comme le laboratoire il l'a dit. Donc, il faut connaître les doses qui sont recommandées, mais si l'enfant il est équilibré à des doses un peu plus faibles, c'est OK, c'est mieux et c'est moins d'effets secondaires. Alors, est-ce qu'il faut utiliser sirop, suspension, comprimé, chrono, combien de prises par jour, etc. C'est important. Et donc, je vais juste vous donner un exemple. Bien sûr, les enfants qui ne peuvent pas avaler les comprimés, bien sûr, il faut les mettre sous suspension ou bien sirop. Donc, je vais juste vous donner donc un exemple au niveau de la dépakine. La dépakine, elle existe sous 2 formes. Il y a la forme sirop, c'est-à-dire 1 millilitre égale 57,6 mg. Je pense que c'est la même chose en Algérie. Et la deuxième forme, c'est suspension. Donc, 1 millilitre égale 200 mg. Donc, pour vous dire que la forme suspension, elle a une absorption digestive autour de 70%, alors que la forme sirop, elle a une absorption digestive de 50%. Et donc, chaque fois que vous avez la suspension, elle est supérieure à la forme sirop. Alors, combien de prises par jour? La prise par jour, c'est 2 prises. Tous les antiépileptiques, je vois que vous continuez à prescrire 3 fois par jour. Ça ne sert à rien de prescrire les antiépileptiques à 3 fois par jour. Les antiépileptiques, sauf un, اللي هو اسمه islicarbazepine, qui se donne 1 fois par jour. Tous les autres, 2 fois par jour, c'est pas 3 fois par jour.
une fois le matin et une fois le soir. La régularité de la prise, elle est importante, sans toutefois entraîner une atteinte familiale trop lourde. C'est une question récurrente par les familles. Ils mettent l'alarme de l'iPhone ou leur montre pour que 7 heures يلزم السبعة ما يتحركوش لا يفوتوا لا 5 دقائق ولا يوخروا 5 دقائق لا ديما il faut leur éduquer c'est important de tenir un temps mais ils ont le droit à 1 heure c'est-à-dire نص ساعة قبل ونص ساعة بعد هم مالفين يعطوا السبعة ينجموا يعطوه 6 ونص وينجموا يعطوه 7 ونص donc عندهم ساعة ينجموا يتحركوا فيها et pour diminuer le stress à l'enfant et à la famille. Donc ça, c'est important aussi. Alors, il faut l'adapter, bien sûr, chez les enfants d'âge scolaire ou à la scolarité, bien sûr. Pendant le mois de Ramadan, il faut adapter est-ce que l'enfant fait le Ramadan ou pas. Donc, il y a des critères donc, à adapter en fonction. Maintenant, donc, on a prescrit notre antiépileptique. Comment le surveiller? Et la surveillance, elle est essentiellement clinique. Elle est à moindre degré biologique ou EEG. Donc, s'il vous plaît, la surveillance des antiépileptiques, elle est essentiellement, elle est clinique. Donc, on va revoir l'enfant, on va demander est-ce qu'il y a des crises ou pas? Est-ce qu'il y a des douleurs abdominales? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il souffre de quelque chose ou d'anormal, etc. Si tout va bien, ni bilan biologique, ni rien, ni EEG. Rien du tout. Ce que je vois souvent, ils font une biologie, ils font un dosage de la dépécanémie ou le tegretol, elle est bas. Oh, on va augmenter les doses en fonction du poids. L'humour raqqa, l'humour, alhamdoulilah, hadia. Pourquoi augmenter les doses? Alors, quand faire le dosage des antiépileptiques? La première question, c'est quand وقتاش نعملوه الصباح نعملوه في نص النهار ولا نعملوه العشية شكون يجاوب est-ce qu'il y a un volontaire pour répondre à cette question donc je dis une chose je crois c'est avant la prise pour discuter c'est-à-dire le minimum qui maintient l'équilibre de l'épilepsie. ok très bien et la réponse elle est exacte. Et donc, si Merci. on fait un dosage, je vais vous dire quelles sont les indications de faire un dosage. Il faut faire avant la prise du matin ou bien avant la prise du soir. Soit ça, نص ساعة قبل la prise du matin ou le soir, ce qu'on appelle le taux résiduel. Mais faire c'est-à-dire, مثلا هو ياخذ à 8 heures, il prend sa dose. Vous savez que pour obtenir un pic sérique qui est adéquat, c'est entre 2 et 4 heures. تمشي انت تعمل له autour de 11 heures باش تلقى des taux qui sont très élevés suprathérapeutiques. Oh, c'est toxique. Non, c'est normal d'avoir des taux qui sont élevés après 2 à 3 heures de la prise. Non, il faut les faire avant la dose du matin ou bien la dose du soir. Alors, comment faire les dosages des antiépileptiques? Donc là, l'indication, maintenant, pourquoi? Deuxièmement, parce que les parents, ils rapportent des effets secondaires. Tout le temps, il a des douleurs abdominales, tout le temps, il vomit, il développe, par exemple, quels que soient les effets secondaires. Donc, pour identifier une toxicité, il a une ataxie, il a des troubles neurologiques nouveaux. Donc là, il faut faire le dosage pour éliminer une toxicité. Si l'enfant, il va bien, il ne rapporte aucun effet secondaire, c'est pas la peine de le faire.
Deuxièmement, on va donner un médicament à la famille à des doses qui sont adéquates et les crises continuent. Et vous suspectez que peut-être la famille n'a pas le médicament. Donc, une mauvaise observance du traitement. Donc, si vous suspectez une mauvaise observance du traitement, c'est-à-dire j'ai une épilepsie qui n'est pas mal, qui, je sais qu'elle répond facilement aux antiépileptiques, mais l'enfant continue à faire des crises. Là, point d'interrogation, est-ce qu'il y a tout ou la touche? Donc, je fais un dosage. Deuxièmement, si vous combinez des antiépileptiques, si vous donnez 2, 3, mieux parce qu'il y a des interactions euh, entre ces médicaments, il faut faire. Et la dernière indication, si l'enfant il prend des médicaments non épileptiques, mais il y a une interaction, surtout les enfants qui sont sous chimio, les enfants qui ont des pathologies qui sont lourdes, en général, il vaut mieux surveiller qu'il y a une pathologie du rein ou bien du foie, etc. Donc, il faut surveiller les taux pour ne pas euh, pour exclure une toxicité et ne pas aggraver l'atteinte systémique sous-jacente. Sinon, encore une fois, vous avez un enfant qui est bien équilibré, sous traitement, qui n'a pas d'effet secondaire, qui est heureux, ne rien faire. Le taux élevé, le taux il est bas, ça ne change rien du tout. Même si le taux il est élevé, il est toxique, mais il n'y a pas de signe clinique, donc gardez le taux. Le taux il est bas, l'enfant est bien équilibré, gardez le taux. S'il vous plaît, monsieur. Fadal. Si un changement de médicament, surtout les génériques, avec réapparition des crises ou un mauvais résultat, est-ce qu'on a le droit de suspecter ce médicament générique? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout que malheureusement, dans nos pays où le contrôle de ces laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent des génériques, parfois, elle n'est pas très bien surveillée. Et donc, chaque fois que vous avez un enfant qui était bien équilibré, qu'on change ce générique et l'humour معناها تتعكر, c'est une question à poser. Une question à poser et on a plusieurs exemples. On a plusieurs exemples de ça. Alors, alors, pour combien il faut traiter? Quelle est la durée du traitement? Je connais déjà. Oui, oui, monsieur, c'est minimum 2 ans après la dernière crise. Donc, la moyenne, c'est à peu près 2 ans. À peu près, hein, à peu près 2 ans. Donc, à peu près 2 ans sans crise, c'est-à-dire, comme vous avez bien dit, après la dernière crise, la moyenne, c'est 2 ans. Et pourquoi ça? Pourquoi on a pris 2 ans? C'est parce que lorsqu'on arrête le traitement, et là, on va expliquer aux parents quel est le risque de récidive. On a vu que si on traite pendant 2 ans, le risque de récidive, il diminue autour de 20%, à peu près 20-25%. Et il faut expliquer aux parents, bien sûr. Et ce risque de récidive, il est maximum dans les 2 premiers mois qui suivent le traitement et 6 mois qui suivent l'arrêt du traitement. Et donc, la moyenne, c'est 2 ans. Et pourquoi 2 ans? Encore une fois, parce que le risque de récidive après 2 ans, il est moindre qu'avec un an de traitement. Mais ça reste quand même, il y a un risque de 20-25% qu'il faut expliquer aux parents et leur dire qu'il faut être vigilant dans les 6 premiers mois qui suivent l'arrêt du traitement. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arrêter le traitement. Non, on va arrêter le traitement, mais leur dire il y a un risque de récidive et il faut être vigilant pendant un certain temps. Deuxièmement, il ne faut jamais arrêter un traitement brutalement. Il faut toujours, comme on a commencé
progressivement, on va arrêter progressivement sur quelques semaines en général, 2, 3 mois, etc. En général. L'autre chose qui est importante, moi je le fais souvent, j'arrête très peu pendant l'année scolaire. Parce que si l'enfant il va récidiver pendant l'année scolaire, bien sûr, ça va retentir sur sa scolarité. Il peut faire une crise à l'école, etc., etc. En général, مثلا 2 ans يجيو مثلا autour du mois de mai. باش تكمل له انت ماي وجوان وتقول له مثلا à partir des vacances d'été il faut arrêter ماهيش مشكلة كبيرة معناها donc il faut être flexible et tenir compte de beaucoup de paramètres. Un des importants c'est la scolarité. Alors donc voilà, ça c'est juste, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est un nouveau-né qui a une souffrance périnatale et il fait des crises épileptiques à la naissance. Donc, en général, on va le charger, on va donner des doses de charge, de Gardinal ou bien de ce que vous avez. Donc, on utilise de plus en plus le lévétracétam IV, mais je pense qu'il n'est pas disponible en Algérie. Donc, on va donner du Gardinal, qui est un bon médicament, ou bien du Dilantin si le Gardinal n'est pas. Alors, combien de temps vous allez traiter cet enfant? C'est un nouveau-né qui a une souffrance périnatale et qui présente des crises épileptiques à la naissance qui ont bien répondu à la dose de charge. Généralement, s'il n'y a pas de signes, de séquelles de la souffrance cérébrale néonatale, on Il y a, garde 3 mois. S'il y a pas de signes, c'est-à-dire des séquelles de souffrance, un enfant, un nouveau-né en bon état de santé, la théorie, elle dit 3 mois, mais moi, personnellement, j'ai eu une mauvaise expérience avec si je pouvais me donner l'occasion de la rapporter. Parce تفضل. qu'un malade, il a été vu après 3 mois au CHU. Ils ont arrêté la Gardinal au bout de 3 mois sans crise avec bonne évolution. Et la malade, elle habite loin de CHU. Ils ont arrêté la Gardinal au niveau du CHU. Le temps qu'elle arrive le soir, la nuit, à son ville, à chaque ville durant 800 km, à chaque ville, le bus il s'arrête pour des crises de ce nourrisson. C'est qui? OK. Est-ce que... Très Malheureusement. bien. Donc, très bien. Donc, c'est un avis qui est, qu'on respecte. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Est-ce que vous avez d'autres expériences avec chez les nouveau-nés? Donc là, maintenant, on a suffisamment d'évidence clinique pour dire un nouveau-né qui convulse à la naissance parce qu'il y a une souffrance périnatale. Je ne dis pas les autres causes, mais je dis bien une souffrance périnatale. Parce que les causes de crise convulsive néonatale sont nombreuses, on va les voir dans un cours particulier. Mais juste pour vous dire, un nouveau-né qui convulse par souffrance périnatale, que soit il est normal ou anormal, une fois que les crises sont arrêtées après votre dose de charge, arrêtez le médicament. C'est pas la peine de démarrer un traitement. Parce que votre traitement, il ne va rien prévenir au niveau, si l'enfant il va développer une épilepsie à 4 mois, il va la développer. S'il va développer des spasmes à 6 mois, il va la développer. S'il va développer une épilepsie à 1 an, il va la développer. Et donc, notre médicament n'est pas protecteur que l'enfant il développe une épilepsie. Donc,
arrêter les médicaments à la naissance, avant la sortie de la maternité. Juste donner une dose de charge. Les crises se sont arrêtées, je ne donne rien du tout. Ça peut vous choquer, mais c'est la pratique actuellement. Depuis 4 5 ans, on fait ça et notre expérience, elle est basée sur l'évidence clinique de la littérature. Donc, un enfant qui a un nouveau-né, qui a une souffrance périnatale, on ne le met pas sortant sous garde. On le met sortant sous rien du tout. S'il va développer à 6 mois un syndrome de West, il va le faire avec notre médicament ou sans notre médicament. OK? S'il vous plaît, juste une question. S'il vous Oui, plaît. On met même pas la dose d'entretien les jours suivants durant l'hospitalisation. rien. Vous avez donné Rien une du dose tout. vous avez donné une dose de charge. Oui, L'humour, il a bien répondu. J'arrête. très bien. Même s'il reconvulse le lendemain, je Là, refais ma dose de charge. s'il reconvulse, on va le donner une nouvelle dose de charge et on va peut-être le maintenir pendant une semaine. Mais encore une fois, pour la souffrance périnatale, c'est pas pour les Oui, oui, c'est malformations pour la cérébrales, souffrance, etc. parce qu'on a des malades. C'est pour la souffrance, oui, je sais. Oui, C'est pour la souffrance. juste On a l'habitude. arrêter la crise à la maternité pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas combien il va répondre, et surtout ne pas mettre l'enfant sortant sous garde. D'accord, merci. Euh, Alors, je peux poser une question, s'il vous plaît? pardon. Oui. Donc, au service de néonat, donc, on a des cas d'asphyxie néonatale, souffrance néonatale. Je me souviens très bien d'un nouveau-né donc, qui a été mis sous garde pendant une semaine. On a arrêté après 2, 3 jours. Donc, il a reconvulsé encore une fois. Donc, on a maintenu le traitement pendant 15 jours et après, il n'a plus refait de crise. Donc, ma question, c'est la durée exactement pour un nouveau-né qui souffre, qui est déjà victime d'une souffrance néonatale déjà. Voilà. Donc, une souffrance néonatale, en général, il convulse à J1 de vie. On va donner une dose de charge. En général, ils vont répondre très bien, sauf si vous avez une souffrance extrêmement sévère ou bien vous avez une comorbidité, parce qu'une souffrance périnatale, il peut faire une infection. Il peut faire d'autres troubles électrolytiques, etc., etc. Il peut reconvulser, ce n'est pas par sa souffrance, mais par un facteur additionnel qu'il faut chercher et qu'il faut traiter. Mais encore une fois, si vous avez une souffrance périnatale, arrêtez les médicaments avant la sortie de la maternité. Et en général, vous m'envoyez ces enfants à l'âge de 4 mois, 5 mois, et les sous gardenal. Et je vois ces enfants à l'âge de 4 mois sous gardenal et je le garde sous gardenal et vous me demandez pourquoi vous n'avez pas arrêté. Parce que 4 5 mois, 6 mois, c'est l'âge des spasmes. Je n'arrête parce que si j'arrête à 5 mois et il développe des spasmes et il va développer avec les médicaments ou sans médicaments, mais les parents vont me dire c'est parce que vous avez arrêté les médicaments. Donc, soit que j'arrête à la naissance et je veux dire aux parents qu'il y a un risque à 6 mois, à 1 an, etc., soit que vous m'envoyez l'enfant à 5 mois, je n'arrête pas, je dépasse l'âge des spasmes à 9 mois, 10 mois, puis j'arrête. Donc, c'est pourquoi vous voyez que des enfants, même vus par des spécialistes, et ils continuent parce que on ne veut pas être avec un conflit avec les parents. On a arrêté l'IO au bas de char et j'ai des spasmes. Donc, mais si j'arrête à la naissance et j'explique aux parents, s'il fait des crises, il faut revenir, c'est pas, donc c'est l'attitude la plus raisonnable. Donc, le message nouveau-né avec une Pardon? asphyxie périnatale, il faut arrêter le plus rapidement possible. Par contre, vous voyez cet enfant, donc, أمس واحد يسهلني على ميوكلوني. Voilà une myoclonie. So, vous voyez que c'est très bref, ça involve معناها
أكثر من un groupe musculaire. Vous voyez avec le membre une myoclonie typique. كان عندها voilà كان عندها قهوة ولا عندها كسكروت باش يطير. Donc ça c'est une myoclonie. Donc ça c'est une épilepsie myoclonique qui commence à l'âge de 10 ans, 11 ans. Et vous voyez le EG qui est anormal. Là, je vais mettre le pointeur. Donc, le G ici, là, c'est le G normal, et là, c'est le G qui est anormal. Là, c'est typique d'une, ce qu'on appelle une épilepsie myoclonique juvénile. Une épilepsie myoclonique juvénile, en général, elle nécessite un traitement à vie. Et donc, si on a un syndrome épileptique qui est connu et on sait quelle est l'évolution naturelle de ce syndrome, on va dire aux parents, on va arrêter après 2 ans, il va récidiver. Donc, ce n'est pas la peine d'arrêter. Donc, on va continuer à vie les antiépileptiques. Et donc là, vous voyez que 2 ans, oui, c'est une bonne réponse, mais il faut adapter cas par cas. Chez le nouveau-né, on peut arrêter à la naissance. Chez les enfants qui ont une épilepsie myoclonique juvénile, c'est malheureusement un traitement à vie. Alors, comment éduquer les parents? Et là, donc un conseil, parce que c'est les mêmes questions qui se répètent. C'est les mêmes questions des parents qui se répètent. Donc, si vous anticipez ces questions, يقولوا لك يا دكتور بارك الله فيك. Donc, parce que c'est les questions que je vais poser et vous avez répondu à nos questions. C'est les mêmes questions. Est-ce que si l'enfant, voilà, c'est leur question, que faire devant une crise? Et on va leur expliquer, leur montrer les vidéos, etc. Quels sont les effets secondaires des médicaments? Quels sont les effets secondaires des crises? Donc, c'est toujours une question, est-ce que les médicaments, il n'a pas d'effet secondaire? Donc, et ma réponse, c'est toujours la même, c'est une balance entre quel est le bénéfice des médicaments et les effets secondaires. Si cette balance est en faveur du bénéfice, c'est-à-dire les effets des crises sont beaucoup plus supérieurs aux effets indésirables, il faut faire un traitement. Si les effets indésirables, etc., dépassent, bien sûr, il ne faut pas faire du médicament. Quelle est la cause? Et là, il faut toujours faire un bilan pour rechercher la cause, en particulier une IRM. Est-ce que répercussions sociales, c'est important? Est-ce que les restrictions, ça, c'est une question qui est importante au niveau jeux électroniques, iPhone, iPad, au niveau du sport, etc. Et donc, moi, je dis que d'abord, au niveau des jeux électroniques, la réponse est la suivante. Donc, les épilepsies qui sont photosensibles, on voyait avant beaucoup d'épilepsies qui sont photosensibles. Ça reste quand même, ça existe, mais sont très, très rares, les épilepsies photosensibles. C'est-à-dire qu'elles sont déclenchées par la lumière. Pourquoi? Parce que les fabricants des télévisions et des screens, les écrans, ils ont adapté la fréquence de 30 Hz, entre 30 et 50 Hz. Et donc, en général, entre 30 et 50, l'enfant ne va pas convulser. Donc, avant, il y avait beaucoup de variabilité. Maintenant, c'est standard. Et avec cette fréquence, mais quand même, il faut faire attention. C'est-à-dire que si la famille elle rapporte que devant l'écran, l'enfant est convulse, il faut suspecter une épilepsie photosensible. Comment la mettre en évidence? C'est bien sûr demander au cours de l'EEG de faire ce qu'on appelle une stimulation lumineuse intermittente et elle va apparaître. Mais les jeux électroniques, c'est pour moi, c'est les mêmes restrictions que tout enfant normal. Donc, il y a des recommandations, que ce soit par les sociétés savantes, pour l'enfant normal, quand utiliser je veux fermer les microphones. Et donc là, on va adapter. Pour le sport, moi, je pense qu'il n'y a pas de restriction, sauf l'escalade, parce qu'il
il peut faire une crise et tomber. Et deuxièmement, la piscine ou bien la natation. C'est pas une contre-indication, mais qu'il soit surveillé par un adulte. Donc, il peut aller à la piscine, il peut aller à la mer, mais jamais seul. Donc, il faut toujours qu'il soit accompagné. Alors, l'école, c'est une question importante en général. Est-ce que j'informe l'école ou pas? Les parents, ils vont nous demander cette question. Est-ce que j'informe l'école ou pas? Et moi, je pense que si on est devant une épilepsie qu'on estime qu'elle n'est pas difficile, qu'elle est facile à équilibrer, je leur dis non, ne pas dire à l'instituteur, etc. Parce que on a quand même des personnels de l'école qui restent souvent très mal à l'aise devant une crise épileptique. Mais par contre, si je sais que l'enfant, il va de toute façon peut faire une crise à l'école, oui, il faut les mettre au courant. Une question qui se répète, euh, les vomissements. Quelqu'un a été sans médicament et il a vomi tout de suite après. Qu'est-ce que je fais? Donc la réponse, elle est facile. Si l'enfant, il vomit entre 0 et 30 minutes après la prise, il faut lui donner une prise complète. Si l'enfant, il vomit entre 30 minutes et 1 heure, il faut donner la moitié de la dose. Si l'enfant il vomit après 1 heure, ne rien donner, il a déjà le taux dans le sang qui est correct. Et donc, ce sont des questions qu'il faut être familier, et parce que ça se répète. La comorbidité, elle est extrêmement importante. Donc, chaque fois que l'enfant vous visite à la clinique, il faut voir est-ce qu'il n'est pas hyperactif, est-ce qu'il n'y a pas de signes de spectre de l'autisme, est-ce qu'il n'a pas de difficultés scolaires, il n'y a pas de troubles du sommeil. Et s'il y a un trouble, il faut l'envoyer au spécialiste pour la prendre en charge. Donc, c'est pas seulement une prise en charge par des antiépileptiques, il faut détecter ces comorbidités et les prendre en charge à temps. Alors, quand référer ces enfants à un spécialiste, chaque fois que vous avez une épilepsie qui est difficile à traiter, chaque fois que vous avez une mauvaise tolérance de traitement, et sinon il y a des difficultés scolaires ou cognitives. On va voir quelques exemples. Alors, involontaire et rapide, s'il vous plaît. Donc là, ce qui est volontaire, واحد volontaire. Donc ça, on l'a vu hier, c'est qui est volontaire, s'il vous plaît, rapidement. Ne pas écrire dans le chat, mais parler. Donc, c'est typique d'une épilepsie à absence. Vous êtes d'accord? Alors, on fait un EEG, il va confirmer l'épilepsie à absence avec ses pointes ondes continues, ses pointes ondes de 3 cycles par seconde, avec un début qui est brutal et une fin qui est brutale. Donc, c'est une épilepsie à absence. Donc, qui est volontaire, s'il vous plaît? Il y a un volontaire ou bien je désigne. Oui, Alors, est-ce Oui, qu'il faut faire une oui, IRM c'est ou pas? volontaire. Est-ce qu'il non, faut ça faire sert à une rien de IRM? faire une IRM. Non? Ça sert à rien de faire une IRM parce que c'est une épilepsie généralisée. Donc, on trouve rien Ouais. Donc, كنت معنا contre البارح l'épilepsie. البارح كنت Non, موجود ولا أمس كنت موجود ولا non, non? Alors, non. Mais non. j'ai vu que en 2025, toute épilepsie doit nécessiter une Une imagerie. IRM. Très bien. Donc, toute épilepsie, et donc Oui, j'ai expliqué les raisons pourquoi toute épilepsie doit avoir une IRM. Je veux le répéter encore une fois. L'épilepsie est une maladie chronique. L'épilepsie, toute maladie chronique, elle nécessite une bonne adhérence entre les parents et la famille. Et dans les épilepsies à absence, on a dans les livres, il ne faut pas faire une IRM, mais on peut trouver des anomalies fortuites dans 10% des cas. Et si on trouve une d'accord. anomalie fortuite et
Ils vont consulter un confrère, un collègue, et leur dire que c'est la cause de l'épilepsie. Donc, ils vont perdre confiance en vous et ils vont aller à un autre, etc. Donc, toute épilepsie doit avoir, donc tout enfant épileptique doit recevoir une IRM. Alors, quels sont les antiépileptiques qui marchent sur cette épilepsie absence? Euh, Les épilepsies qui marchent avec les épilepsies généralisées idiopathiques, le dipakine, La dépakine le est un bon Kepam, médicament. Oui, Kepam, ouais, le Kepam, Zarantin, le Zarantin est un bon le médicament. Et donc, si lamotrigine vous, aussi, ça donne très la très bien. motrigine, très bien. Donc, si vous Ça faites dépend des autres qui vont aussi. par ordre de fréquence, le Zarantin est le meilleur, Quarantaine. mais il n'est pas toujours disponible. Je ne sais pas si en Algérie il est toujours disponible ou pas. On n'est pas disponible en Algérie. OK. Donc, en général, c'est la dépakine. Donc, Zarantin efficace à 70%, dépakine à 55%, et l'amictal à 45%, et l'évitracétam à 45%. Donc, en général, on utilise la dipakine. Si ça marche pas, on l'associe à l'amictal ou l'évitracétam. Si ça marche pas, on dit aux parents, il faut apporter du Zarantin, qui n'est pas très cher et qui est bien efficace dans les épilepsies à absence. Alors, quelle est la durée du traitement? Généralement, c'est une épilepsie qui a une évolution favorable, hein. Ça Autour de va la disparaître vers puberté. l'âge de... Dans 2 ans sans absence, mais généralement vers l'âge de 8 ans, 9 ans, il y a plus de Oui, crise, sauf si elle va donc, évoluer vers un autre type d'épilepsie en généralisée général, idiopathique. l'évolution, elle est favorable et il le faut faire grandir un petit peu. Donc, si vous avez une absence qui commence à 8 ans, on va traiter pendant 2 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Par contre, si vous avez des absences qui commencent à 4 ans, probablement je veux traiter un peu plus longtemps, حتى يكبر شوية أكثر من 2 ans. Parce que l'épilepsie Ouais. absence typique, elle a une évolution favorable autour de la puberté. Donc, à la puberté, début de la puberté, qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans, etc. Donc, là, la durée, ça dépend de l'âge de début des crises et l'âge de démarrage du traitement. إذا كان كبر donc on va أول قريب ما نوصل البيبرتي on va arrêter. إذا كان صغرون مثلا عمره 4 سنين 5 سنين il faut نكبره شوية avec les médicaments etc. Est-ce que avant d'arrêter le médicament, il faut faire un EEG ou pas? Avant de? Avant d'arrêter le médicament, on a traité pendant 2 ans ou les 3 ans et on va Normalement, pas dire on forcément. va arrêter le médicament. Est-ce qu'il faut faire un EEG ou pas dans l'épilepsie Oui, absente? il faut faire un EEG. Oui. Normalement, Et la Oui, il question, faut elle est faire un EEG correcte. pour... Oui, La il faut faire réponse, un elle EEG est avec correcte. 2 épreuves Donc, d'hyperpnée. dans l'épilepsie absence, il faut un nettoyage clinique, c'est-à-dire zéro crise, et un nettoyage EEG. Vous savez que l'hyperventilation dans l'EEG, dans l'épilepsie absence, elle provoque des crises. Et donc, on fait l'épreuve d'hyperventilation. S'il n'y a pas de crise, donc et on a les deux critères, non seulement clinique, mais il faut que l'EEG soit normal. Ben, on va passer. Donc, on a bien vu. Là, maintenant, on a vu cet enfant-là, Ams, qui est une fille qui a, je pense, 8 9 ans, qui fait une épilepsie rolandique typique. Une épilepsie à paroxysme rolandique ou ce qu'on appelle benign epilepsy with centrotemporal spike. Et maintenant, on a changé le nom pour dire self-limited epilepsy with centrotemporal spike. Mais c'était l'épilepsie, خلينا نبقاو الاسم القديم, épilepsie rolandique. Et vous voyez le G pendant la veille et qui devient très actif pendant le sommeil. Donc, c'est une épilepsie rolandique. Donc, un autre volontaire ou une volontaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut faire Je une suis IRM? volontaire. Oui, il faut faire une IRM. Il faut faire une IRM. La réponse est oui. Comment on va la traiter? Il n'y a pas de Est-ce que... traitement. Hein? On ne traite pas si On ne l'enfant traite tolère pas. son Ben, épilepsie, c'est-à-dire très il n'y a bien. pas Dans de l'épilepsie crise. rolandique, en général,
Si les crises ne sont pas très fréquentes, si les parents tolèrent bien les crises, on va traiter. Mais il y a des enfants avec des crises qui sont fréquentes et les parents n'acceptent pas les crises. يقول لك أنا ما نبقاش نجري l'urgence كل ما تجي crise, etc. Et l'enfant, il fait une crise par semaine. C'est très fréquent, c'est très gênant sur la qualité de vie et parfois, il faut traiter. Quel médicament on va utiliser? On peut utiliser le Dépakine, le Donc, Viracetam, tous, l'amoflagine, ça donne. tous les médicaments marchent. Donc, on va utiliser les médicaments avec lesquels on a peu d'effets indésirables et on est familier avec. Mais tous les médicaments, que ce soit la dépakine, le vitracetam, la lamotrigine, le tegretol, l'urbanil, etc., tout marche. Donc, on va utiliser les médicaments avec moins d'effets indésirables, c'est-à-dire si vous avez une fille, probablement on va éviter la dépakine. On peut utiliser les bétalacétam. Si vous avez un garçon, la dépakine est un bon choix, etc., etc. Et pour combien de temps? C'est le même principe que dans l'épilepsie absence. C'est une C'est une épilepsie épilepsie autolimitée. et elle est limitée avec l'âge et à un âge particulier, elle va disparaître. Donc, on va traiter pendant quelques années et une fois qu'elle a grandi, ou la fille ou le garçon, on va arrêter. Alors, est-ce qu'il faut faire un EEG avant d'arrêter les médicaments? Principe, oui. Et la réponse, elle est non, parce que l'EEG dans les épilepsies rolandiques reste anormal dans 60% des cas jusqu'à l'âge de 25 à, 60 à 30, 25 à 30 ans. Donc, si vous avez une épilepsie rolandique qui a disparu à l'âge de 11 ans, vous faites un EEG à 30 ans et l'EEG, il est anormal dans beaucoup de cas. Donc, l'EEG dans l'épilepsie rolandique n'est pas un marqueur d'efficacité ou d'arrêt du traitement. Donc, si vous avez une épilepsie rolandique, ne pas faire un EEG avant l'arrêt du traitement. Voilà. À l'axe l'épilepsie absente. OK? On va passer. Donc là, vous avez un syndrome de West. Ça, c'est difficile. Le mieux, c'est d'envoyer un spécialiste. OK? Donc, mais de façon générale, on traite le syndrome de West. On va le voir dans les cours, dans les épilepsies réfractaires. Un syndrome de West, ça se traite par soit du Sabril, soit des corticoïdes, soit la combinaison des deux. Donc, mais il vaut mieux, je pense, pour les médecins de libre pratique, l'envoyer à un spécialiste parce que c'est quand même des épilepsies qui sont difficiles à traiter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que... J'ai une petite question par rapport au... Yes, yes. Allô? Oui, s'il vous plaît. J'ai une question par rapport au spasme. Oui. Parfois, on trouve des malades avec un retard psychomoteur, Mhm. sans spasme clinique, mais avec un aspect jeu d'une hypsarythmie. Mhm. Est-ce que c'est une indication pour traiter, pour nettoyer les tracés? Non, non, non. Surtout Donc, avec corticothérapie. on va le voir, la seule indication de traiter le G, c'est ce qu'on appelle ISCS, Les c'est-à-dire box. Oui, en français, c'est les POX. Et oui. non seulement un POX, mais avec une régression psychomotrice, c'est le plan cognitif. Donc, si vous avez un EEG sans régression clinique, donc, c'est pas la peine de traiter. Non, EEG avec régression clinique sans spasme évident à l'examen clinique. Sans Sans spasme, spasme enregistré à l'EEG. si c'est pas compatible avec un POX, et on a la définition du POX, elle est claire. Donc, si c'est une hypsarythmie, mais on n'a pas de spasme et on a bien observé l'enfant, il n'y a pas de spasme, je ne traite pas. Ça n'ajoute rien du tout, Même avec une corticothérapie même avec les corticoïdes. Ok. Alors, donc, pour finir, donc, l'épilepsie, c'est une maladie comme les autres. Donc, il faut bien les accepter et qu'on peut très bien prendre en charge dans votre cabinet ou bien dans votre hôpital de première ligne. Mais il faut savoir très, très rapidement quand passer la main.
C'est-à-dire, chaque fois que vous avez une épilepsie qui ne répond pas au traitement ou bien qu'il y a des comorbidités qui sont importantes, c'est mieux les envoyer à un spécialiste. Donc, vous pouvez prendre en charge 60-70% des enfants épileptiques, mais si vous estimez que c'est difficile à traiter, un syndrome de Lennox, un syndrome de West ou des spasmes, etc., c'est difficile à traiter, il vaut mieux référer ces enfants à des spécialistes. Et je vous remercie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, il faut du temps pour les digérer, mais est-ce que vous avez des questions?